Je m'appelle Mélanie Dubois, j'ai 32 ans. Le mois dernier, mon monde s'est effondré lors d'un dîner de famille à Lyon. La maison que mes grands-parents chéris m'avaient léguée est devenue un champ de bataille pour ma sœur capricieuse et mes parents complices. Ils l'avaient toujours couverte de tout, tandis que je me débrouillais seule. Ce soir-là, elle m'a giflé, m'a poussé brutalement vers la porte et a craché « Sors de chez moi ». Mes parents sont restés assis, leurs yeux froids et immobiles, tandis que je trébuchais dans le jardin, le bras meurtri et le cœur battant. Je me suis tenue sous le lampadaire, fixant la porte verrouillée, ma respiration visible dans l'air frais. Une semaine plus tard, un colis a atterri sur leur pas de porte. Ma mère a fait exploser mon téléphone avec 45 appels manqués, sa voix suppliante et affolée. C'était une erreur. J'ai répondu par 3 mots. Sortez, maintenant. Avant de vous raconter mon histoire, j'aimerais savoir à quelle heure vous écoutez et dans quelle ville vous vous trouvez. Je suis heureuse de savoir jusqu'où mon histoire se répand. Une semaine plus tôt, j'étais assise à la table de ma salle à manger à Lyon, dressant les assiettes pour un dîner de famille que j'espérais réparer de vieilles blessures. J'avais passé des heures à cuisiner des lasagnes d'après la recette de Mamie Denise. L'odeur de l'ail et de la tomate remplissait mon petit appartement. Ma sœur, 3 ans plus âgée, est arrivée en retard avec mes parents, ses yeux parcourant ma modeste maison avec un ricanement familier. Ma mère, Patricia Dubois, m'a tendu un dessert acheté en magasin, marmonnant à propos des embouteillages. Mon père, Robert Dubois, a à peine hoché la tête, demandant déjà une bière. J'ai forcé un sourire, servant les amuse-gueules, déterminé à garder les choses civiles. La conversation a commencé légèrement, sur le club de lecture de mes parents. Amandine Dubois, ma sœur, était affalée dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone, participant à peine. J'ai mentionné mon dernier projet de codage, une application de budget que j'avais présentée au travail. Patricia a balayé l'idée, disant « C'est bien, Mélanie, mais écoutons plutôt la nouvelle aventure d'Amandine ». Amandine a alors lancé une histoire sur sa start-up en difficulté, une application de fitness qui n'avait pas réussi à obtenir de financement. Les investisseurs ne comprennent pas ma vision, s'est-elle plainte, secouant ses cheveux. Robert a hoché la tête avec sympathie. Tu trouveras le bon, ma chérie. J'ai mordu ma lèvre, habituée à leur favoritisme. L'ambiance a changé lorsque Patricia a évoqué la maison que mes grands-parents, Denise et Henri Bertrand, m'avaient léguée. As-tu déjà rénové la cuisine, a-t-elle demandé, son ton trop désinvolte. Amandine disait que ce serait parfait pour elle. Je me suis figée, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. C'est ma maison, ai-je dit calmement. Amandine s'est penchée en avant, sa voix tranchante. Tu n'as pas besoin de tout cet espace, Mélanie. Je repars de zéro après l'échec de mon application. Ce serait mieux avec moi. Ma poitrine s'est serrée. Mamie et papy me l'ont laissé à moi, pas à toi. Robert s'est éclairci la gorge. C'est une maison de famille. Pense à partager, Mélanie. Patricia a ajouté, Amandine est dans une mauvaise passe. Toi, tu vas bien. J'ai riposté, ma voix ferme malgré ma colère montante. Bien? J'ai travaillé pour tout, pendant que vous donniez à Amandine tout ce qu'elle voulait. Le visage d'Amandine s'est assombri. Ne fais pas la supérieure juste parce que tu codes des applications que personne n'utilise. L'insulte a fait mal, mais j'ai tenu bon. Au moins, je n'attends pas d'aumône. La table est devenue silencieuse. Puis Amandine s'est levée, sa chaise raclant le sol. Tu es si égoïste, a-t-elle craché, s'approchant. Avant que je puisse réagir, sa main a claqué sur ma joue, la brûlure forte et chaude. Elle m'a attrapé par le bras, me poussant vers la porte. Sors de chez moi, a-t-elle crié comme si mon appartement était le sien. J'ai trébuché en arrière, j'ai buté sur le seuil et je suis tombée sur l'herbe à l'extérieur, mon bras se raclant sur le trottoir. Patricia et Robert sont restés figés, leurs visages vides. Pas un mot de protestation. Je me suis relevée, goûtant le sang de ma lèvre, et j'ai regardé la porte fermée. Quelque chose s'est brisé en moi. Fin de partie, ai-je murmuré à moi-même, en brossant la terre de ma manche. J'ai conduit jusqu'à un café voisin, mes mains tremblant sur le volant.
Mon téléphone s'est éclairé avec un message de ma collègue Rebecca Leroy. Ça va? Appelle-moi. J'ai composé son numéro, ma voix basse, alors que je racontais la dispute. Ils veulent la maison, Rebecca. Ils pensent qu'elle est à eux. Sa réponse a été ferme. Tu dois protéger ce qui est à toi, Mélanie. Commence à chercher. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant l'acte de propriété de la maison et le testament de mamie Denise. Je n'allais pas abandonner sans me battre. Le lendemain matin, j'étais assise à mon bureau, la douleur de la gifle d'Amandine encore fraîche sur ma joue. Mon ordinateur portable brillait avec l'acte de propriété de la maison que mamie Denise et papy Henri m'avaient laissée. Leurs mots du testament résonnaient dans mon esprit. Mélanie, tu nous as montré un amour véritable. Je n'allais pas laisser ma sœur ou mes parents me l'enlever. J'ai ouvert un navigateur, affichant les registres immobiliers de notre quartier lyonnais. La maison, évaluée à 200 000 € lorsque je l'ai héritée il y a 3 ans, valait maintenant près d'1 million d'euros. Le boom technologique avait transformé notre rue en un marché très prisé. Mes mains se sont stabilisées en réalisant le pouvoir que je détenais. J'ai appelé Rebecca Leroy, ma collègue et plus proche confidente. Sa voix était tranchante au téléphone. Mélanie, tu dois sécuriser ça. Il compte sur toi pour s'aider. Elle a suggéré un avocat qu'elle connaissait, une experte en immobilier nommée Claire Laurent. J'ai appelé Claire, lui expliquant la situation, les exigences de ma sœur, le silence de mes parents, la maison. Envoyez-moi le testament et l'acte, a dit Claire d'un ton brusque. La loi française est claire sur l'héritage. Voyons ce que nous avons. À midi, je lui ai envoyé les documents par email, mes doigts tremblants, non pas de peur, mais de détermination. Claire a rappelé cet après-midi-là. Bonne nouvelle, a-t-elle dit. Le testament est irréfutable, signé avec 3 témoins et une note de médecin confirmant la lucidité mentale de vos grands-parents. Vos parents et votre sœur y vivent sans permission. Techniquement, ils squattent. Je me suis penchée en arrière, stupéfaite. Squat. Amandine s'était installée dans la chambre d'amis, la revendiquant comme son bureau pour son application de fitness défaillante. Patricia et Robert restaient souvent, agissant comme si la maison était la leur. Claire a poursuivi, vous pouvez émettre un avis d'expulsion de 72 heures en vertu de la loi de l'État, ou la vendre directement. C'est à vous de décider. J'ai creusé plus profondément, en récupérant de vieux emails de Patricia. Il y a des mois, elle avait posé des questions sur le câblage de la maison, affirmant qu'Amandine avait besoin d'une connexion Internet stable pour sa start-up. Robert avait envoyé un SMS à propos du garage, disant que ce serait parfait pour l'équipement d'Amandine. J'ai compris qu'ils avaient planifié cela pendant des mois, supposant que je céderais. Je me suis souvenu de la voix de mamie Denise, calme mais ferme un soir quand j'avais 16 ans. Nous étions assises dans son jardin, déboguant du code sur son vieil ordinateur de bureau. Tu es plus forte qu'il ne le pense, Mélanie, avait-elle dit, ses mains stables sur le clavier. Ne les laisse pas te noyer avec leur bruit. Papy Henri avait hoché la tête, ajustant une carte de circuit imprimée. Construis ton propre chemin, ma puce. Rebecca m'a retrouvée pour un café ce soir-là dans un salon de thé près de la place Bellecour. C'est ton moment, a-t-elle dit, remuant son latte. Ils ont assez pris, ton fonds d'études, ton temps, ta paix. Réclame ce qui est à toi. J'ai hoché la tête, ma détermination se renforçant. De retour chez moi, j'ai étalé les documents. Le testament, l'acte de propriété et une analyse de marché que j'avais réalisée via mon application immobilière. Les chiffres étaient clairs. La vente de la maison à une jeune famille, les Leclerc, pour 850 000 € était conclue, les papiers signés la semaine dernière. Je n'avais rien dit à ma famille, sachant qu'ils se battraient. J'ai élaboré un plan avec Claire. Nous enverrions un colis à la maison, des copies certifiées du testament, du contrat de vente et un avis d'expulsion. Les Leclerc, un couple avec 2 enfants, adoraient le jardin et le système domotique que j'avais codé. Ils emménageraient le mois prochain. J'ai imaginé le visage suffisant d'Amandine quand elle ouvrirait ce colis. La panique de Patricia. Le silence de Robert s'effondrant. Pendant 30 ans,
j'avais été celle qui transigeait, qui s'écartait. Pas cette fois-ci. Assise avec ces documents, mon esprit a erré vers les années passées inaperçues dans notre maison lyonnaise. En grandissant, mes grands-parents, Denise et Henri Bertrand, étaient mon ancre. Leur maison confortable avec son porche grinçant et son jardin fleuri était l'endroit où je me sentais valorisée. Ils m'asseyaient à leur vieil ordinateur, m'apprenant à coder des jeux simples. Leur patience était infinie. « Tu as une étincelle, Mélanie », disait mamie Denise, les yeux brillants. Papy Henri riait, ajustant une carte mère. « Continue à construire, ma puce. Tu les surpasseras tous. » Pendant ce temps, mes parents, Patricia et Robert Dubois, mettaient tout en œuvre pour ma sœur, Amandine Dubois, 3 ans plus âgée. Quand j'avais 15 ans, j'avais besoin d'un ordinateur portable pour un camp de codage. Patricia a dit, « Nous sommes à court de fonds. » Une semaine plus tard, Amandine recevait un MacBook flambant neuf pour ses idées de start-up. J'ai travaillé les week-ends dans un café pour acheter un Dell d'occasion, dont les touches collaient à force d'être utilisées. À 16 ans, Amandine a eu un SUV rutilant pour son anniversaire, tandis que je prenais le bus, mon sac à dos lourd de livres de la bibliothèque. Amandine a de grands rêves, disait Robert, balayant d'un revers de main mes bulletins scolaires remplis de « Ah, tu vas bien, Mélanie ?» Bien. Ce mot me brûlait. Mon fonds d'études fut une autre victime. À 18 ans, j'ai appris qu'il avait disparu dans la première entreprise d'application d'Amandine, une plateforme de médias sociaux qui s'est écroulée en 4 mois. Des dépenses imprévues, a murmuré Patricia quand j'ai demandé. J'ai travaillé 30 heures par semaine pendant mes études universitaires, codant des applications en freelance pour couvrir les frais de scolarité, tout en obtenant une moyenne de 3,8 en informatique. Amandine a abandonné 2 universités, chaque fois avec les excuses et l'argent de mes parents pour sa prochaine vision. J'appelais mamie Denise, la voix tremblante, me plaignant de l'injustice. « Ils sont aveugles à ta valeur », disait-elle, sa voix stable autour d'un thé dans sa cuisine. Mais tu es plus forte que leurs erreurs. Un soir, quand j'avais 17 ans, j'étais assise sur leur porche, les larmes coulant après que Patricia eut annulé mon voyage pour la foire scientifique afin de financer le camp de codage d'Amandine. Papy Henri m'a tendu un fer à souder. Répare ce qui est cassé, Mélanie, à commencer par toi-même. Leur confiance m'a fait avancer. Quand ils sont décédés il y a 3 ans, leur testament m'a légué la maison avec une lettre de la belle écriture de Denise. Mélanie, tu nous as donné de l'amour quand d'autres n'ont fait que prendre. Cette maison est à toi de protéger. Amandine a ricané à la lecture, secouant ses cheveux. Bonne chance avec cette ruine. J'ai investi mes économies dans la maison, codant un système intelligent pour contrôler les lumières et la sécurité, préservant le jardin que Denise aimait. Amandine, quant à elle, accumulait les dettes avec son application de fitness, s'attendant toujours à un renflouement. Patricia et Robert ne la questionnaient jamais. Leurs éloges étaient infinis. Amandine est une entrepreneuse, disait-il, ignorant mes sessions de codage tardives pour respecter les délais de travail. Je les entendais lors des dîners de famille chuchoter sur l'idée de donner la maison à Amandine pour sa stabilité. Stabilité, comme si je ne l'avais pas méritée. Le coup de grâce fut un souvenir d'il y a 2 ans. J'avais trouvé une vieille photo de moi et Denise dans le jardin, son bras autour de moi, toutes les 2 souriantes. Derrière, se trouvait une autre note d'elle. « Mélanie, tu es celle qui porte notre amour. Ne les laisse pas voler ton feu. » Cette note, maintenant dans mon tiroir de bureau, a alimenté ma colère alors que j'étais assise avec l'acte de propriété. Pendant 30 ans, j'avais été mise de côté. Mes efforts ignorés, mon héritage ciblé. La gifle d'Amandine n'était pas seulement physique. C'était l'aboutissement de leur sentiment d'appropriation. Je ne protégeais pas seulement une maison. Je récupérais ma valeur. De retour dans mon appartement, j'ai finalisé le plan avec Claire. La vente de la maison au Leclerc, le jeune couple avec 2 enfants, était conclue à 850 000 €, les papiers signés et notariés. Claire avait préparé un colis, des copies certifiées du testament de mamie Denise, du contrat de vente et un avis d'expulsion de 72 heures en vertu de la loi française. Cela va les frapper fort, a-t-elle dit au téléphone, sa voix calme mais ferme. Ils squattent illégalement.
Vous êtes dans vos droits. J'ai hoché la tête, imaginant le sourire suffisant d'Amandine s'estomper. J'ai envoyé le colis par livraison express à la maison, mes mains fermes en le confiant au coursier. Le lendemain, j'ai quitté Lyon pour une conférence professionnelle à Paris, ayant besoin de prendre mes distances. Mon téléphone est resté en silencieux, mais je savais que la tempête arrivait. Rebecca a envoyé un SMS, colis livré. Prépare-toi. Le soir, ma messagerie vocale était saturée. Le premier message de Patricia était tremblant. Mélanie, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vente? Appelle-moi tout de suite. Celui d'Amandine était pur venin. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Robert a laissé un seul message bref. Nous devons parler. Je les ai tous ignorés, me concentrant sur ma présentation principale à la conférence, une présentation pour mon application de budget. C'était comme une petite rébellion, donnant la priorité à mon travail plutôt qu'à leur chaos. 2 jours plus tard, Claire a appelé avec une mise à jour. Ils ont ouvert le colis, a-t-elle dit. Votre mère n'arrête pas d'appeler mon bureau, affirmant que c'est une erreur. Amandine a engagé un avocat, un certain Paul Moreau. J'ai souri, connaissant la force du testament. 3 témoins, un certificat médical, inattaquable après 3 ans en vertu du délai de prescription français. Laissez-les essayer, ai-je dit à Claire. Quelle est la prochaine étape? Elle a expliqué le processus d'expulsion. Les Leclerc prendraient possession dans 3 semaines et le huissier pourrait faire appliquer l'avis si ma famille résistait. Il panique, a-t-elle ajouté. Amandine crie à propos de ses droits sur la maison. J'ai imaginé la scène à la maison. Amandine arpentant le salon qu'elle avait revendiqué comme son bureau, déchirant le colis pour trouver le contrat de vente. Patricia serrant le testament, son visage pâle en lisant les mots de Denise me nommant seule héritière. Robert silencieux comme toujours, fixant l'avis d'expulsion. Ils avaient supposé que je céderais, que je leur donnerais la maison comme je leur avais donné mon fonds d'études, mon temps, ma dignité. Mais j'avais appris de la force tranquille de Denise, de ses leçons sur la fermeté. Tu ne leur dois rien, m'avait-elle dit un jour, sa main serrant la mienne alors que nous déboguions du code ensemble. L'avocat d'Amandine m'a appelé cet après-midi-là, son ton mielleux. Ma cliente pense qu'il y a eu un malentendu, a dit Paul. La maison est un bien familial. Je l'ai interrompu. Le testament dit qu'elle est à moi. Vérifiez les registres. Il a bégayé, mentionnant une contestation possible. Vous êtes 3 ans trop tard, ai-je dit, ma voix froide. La vente est contraignante. Dites à Amandine de faire ses bagages. Claire a confirmé plus tard que Paul avait reculé, admettant que l'affaire était sans issue. La loi française ne pliait pas pour les frères et sœurs capricieux. Je suis restée à Paris un jour de plus, laissant ma famille mijoter. Rebecca a envoyé des mises à jour. Amandine avait posté une diatribe sur les réseaux sociaux, me traitant de traître. Patricia a essayé de rallier des cousins, affirmant que j'avais volé leur héritage. Je n'ai pas répondu. Les Leclerc, inconscients du drame, m'ont envoyé une note de remerciement, s'enthousiasmant pour le jardin et le système intelligent que j'avais codé. Nos enfants ont hâte d'emménager, ont-ils écrit. J'ai souri, sachant que Denise et Henri auraient adoré leur enthousiasme. De retour à Lyon, j'ai retrouvé Rebecca dans un café près de mon bureau. Il s'effondre, a-t-elle dit en sirotant son café. L'avocat d'Amandine l'a laissé tomber. Tes parents implorent une rencontre. J'ai secoué la tête. Pas de rencontre. Ils ont fait leur choix. J'avais passé des décennies à avaler leurs exigences, mais l'avis d'expulsion était ma ligne rouge. La gifle d'Amandine, leur silence. Tout avait mené à cela. Je ne vendais pas seulement une maison. Je me libérais. 3 jours après l'arrivée du colis, les conséquences ont commencé. L'avocat d'Amandine, Paul Moreau, a envoyé un dernier email admettant sa défaite. Le délai de prescription de 3 ans en France pour la contestation d'un testament avait expiré, et les documents notariés étaient inattaquables. Les Leclerc, les nouveaux acheteurs, devaient emménager dans la maison dans 18 jours. Amandine, Patricia et Robert avaient 72 heures pour quitter les lieux où l'huissier interviendrait. Claire m'a appelé à mon hôtel parisien, sa voix stable.
Ils n'ont plus de coups à jouer, Mélanie. La maison est légalement partie. Je me suis penchée en arrière, une satisfaction tranquille s'installant. Pour une fois, leur sentiment d'appropriation n'avait aucun poids. De retour à Lyon, le monde d'Amandine s'est effondré. Sa start-up d'application de fitness, déjà en difficulté avec des retards de paiement de prêts, s'est écroulée lorsque les créanciers ont appris son logement instable. La banque a saisi ses actifs en vertu des lois françaises sur les créances, la laissant avec rien d'autre qu'une voiture en leasing et une pile de dettes. Elle a posté un appel désespéré sur les réseaux sociaux, se présentant comme une victime de ma cupidité. Cousins et tantes ont inondé ma boîte de réception d'accusations, reprenant son histoire. Je leur ai transmis le testament et le contrat de vente, laissant les mots de mamie Denise parler d'eux-mêmes. La plupart sont restés silencieux, leur soutien à Amandine s'estompant à mesure que la vérité se répandait. Patricia et Robert ont dû faire face à leurs propres conséquences. Pour couvrir les prêts de la start-up d'Amandine, ils avaient refinancé leur propre maison 2 ans auparavant. Une décision risquée sur le marché volatile de Lyon. La maison étant partie et sans renflouement de ma part, ils ne pouvaient plus faire face au paiement. Ils ont déposé une demande de faillite personnelle, un dossier public qui a fait la une des journaux locaux. Leur maison de banlieue, autrefois un symbole de statut social, a été saisie. Ils ont emménagé dans un appartement de location exigu en centre-ville, leur cercle social rétrécissant à mesure que leurs amis prenaient leur distance face au scandale. Le club de lecture de Patricia a cessé de l'inviter. Les amis golfeurs de Robert ont annulé leur sortie. J'ai observé de loin, de retour dans mon appartement lyonnais. Rebecca m'a retrouvé pour le déjeuner dans un café près du parc de la Tête d'Or, ses yeux écarquillés alors qu'elle faisait défiler les dernières manchettes. Amandine publie des messages sur le fait qu'elle déménage dans un motel, a-t-elle dit en secouant la tête. La saisie de tes parents est partout sur le forum du quartier. J'ai siroté mon café, ne ressentant aucune culpabilité. Pendant 32 ans, ils m'avaient tout pris, mon fonds d'études, mes opportunités, ma paix. Maintenant, leur choix avait construit leur propre cage. La voix de mamie Denise a résonné dans mon esprit, d'une nuit où nous avions codé un capteur de lumière pour son jardin. Les actions ont des conséquences, Mélanie, avait-elle dit, câblant un circuit. Les tiennes et les leurs. Amandine a essayé d'appeler une fois, sa voix craquant sur un message vocal. Tu m'as ruinée, Mélanie. Où suis-je censée aller? Je n'ai pas répondu. Elle avait fait son lit quand elle avait levé la main sur moi, quand elle avait exigé ce qui ne lui appartenait pas. Patricia a envoyé des SMS suppliant une rencontre pour arranger les choses. J'ai bloqué son numéro. Robert a laissé un message, son ton plat. Tu es allé trop loin. Je l'ai supprimé sans hésiter. Leur tentative de me culpabiliser semblait creuse. Un dernier soupir de contrôle s'évanouissant. Le journal local a publié un article sur la vente de la maison, mentionnant le conflit familial sans mon nom. Des voisins qui m'avaient vu entretenir le jardin de Denise pendant des années ont envoyé des emails de soutien. Vos grands-parents seraient fiers, a écrit l'un d'eux. Les Leclerc ont envoyé des photos de leurs enfants jouant dans le jardin, les roses fleurissant sous leurs soins. J'ai souri, sachant que la maison était vivante avec de nouveaux souvenirs, exactement comme Denise et Henri l'auraient voulu. Rebecca et moi avons trinqué au café, faisant teinter nos verres de thé glacé. Tu as changé la donne, a-t-elle dit en souriant. Il pensait te briser. J'ai hoché la tête, ma poitrine légère. Les dominos étaient tombés, non pas parce que j'avais poussé, mais parce qu'ils avaient construit un château de cartes. La gifle d'Amandine, leur silence, leur cupidité, tout avait mené à cela. Je ne me réjouissais pas de leur douleur, mais je ne la portais pas non plus. Pour la première fois, je me sentais libre. 2 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bungalow à Lyon. La lumière du soleil traversait les fenêtres. La petite maison, nichée dans un quartier en devenir, faisait la moitié de la taille de celle de mamie Denise, mais était parfaite pour moi. J'avais peint les murs d'un gris doux, accroché une photo de Denise et Henri dans le jardin et planté des boutures de roses de leur ancien jardin. Avec les 850 000 € de la vente de la maison, j'avais investi dans mon rêve, une application éducative enseignant le codage aux enfants, en partenariat avec Rebecca Leroy.
Je l'ai lancé le mois dernier et les premiers téléchargements montaient en flèche. Ma nouvelle vie ressemblait à une page blanche. J'avais coupé tous les liens avec ma famille. Amandine Dubois, ma sœur, avait sombré davantage après avoir perdu sa start-up. Ses actifs saisis, elle ne pouvait plus se permettre sa voiture en leasing ni le loyer du motel. Aux dernières nouvelles, elle travaillait à temps partiel dans un café, vivant dans un appartement partagé avec des inconnus. Ses réseaux sociaux étaient silencieux. Le marché du travail lyonnais, difficile, n'offrait aucune pitié pour son manque d'expérience. Patricia Dubois et Robert Dubois, mes parents, avaient été plus durement touchés. Leur faillite les avait privés de leur maison de banlieue, les forçant à s'installer dans un petit appartement de location près du périphérique. Leur statut social s'est effondré. Le club de lecture de Patricia l'a laissé tomber, et les anciens collègues de Robert l'évitaient. Un blog local a mentionné leur saisie, la liant à une mauvaise gestion familiale. Ils étaient devenus des parias dans leur propre cercle. Je ne me réjouissais pas, mais je ne pleurais pas non plus. Leur choix, favorisant Amandine, m'ignorant, exigeant mon héritage, avait conduit à ce résultat. Les leçons de mamie Denise résonnaient clairement. Ta valeur n'est pas leur approbation, avait-elle dit, me montrant comment déboguer du code sous la lumière de son Porsche. Le conseil bourru d'Henri, tiens bon, ma puce, a résonné pendant que je construisais mon application. Leur amour, et non celui de ma famille, était ma fondation. J'ai bloqué le dernier SMS de Patricia, une supplication pour en parler. Le dernier message vocal d'Amandine, m'accusant de trahison, est allé directement à la poubelle. Robert n'avait pas repris contact depuis l'arrivée de l'avis d'expulsion. Le succès de mon application a grandi. Une conférence technologique lyonnaise m'a invité à prendre la parole, et j'ai partagé la scène avec des codeurs que j'admirais depuis des années. Rebecca a applaudi depuis le premier rang, son sourire large alors que je présentais les fonctionnalités de l'application. Tu assures, a-t-elle dit plus tard autour d'un verre dans un bar du centre-ville. Denise serait fière. J'ai hoché la tête, pensant aux nuits où j'avais codé avec elle, sa voix stable me guidant. L'application n'était pas seulement un travail. C'était ma façon de transmettre sa conviction de construire quelque chose de significatif. Un soir, je suis passé devant l'ancienne maison. Les Leclerc s'étaient installés, les vélos de leurs enfants appuyés contre la clôture, les roses fleurissant plus que jamais. Une nouvelle pancarte était accrochée près du portail, nommant le jardin en l'honneur de Denise. Je ne me suis pas arrêté, j'ai juste ralenti suffisamment pour m'en imprégner.